Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, pour parler de la décision de la Ville de ne pas réinstaller les paniers de basketball au parc Charles-Larocque. On rencontre également M. Olivier Surprenant, analyste en politique et santé à l'Union des consommateurs, pour dresser un portrait des enjeux qui touchent actuellement les citoyens. Notre collaboratrice Émilie Boilard s'est rendue à Chambly pour rencontrer la mairesse Alexandra Labbé pour discuter du dévoilement d'une nouvelle subvention du projet Circonflexe. Finalement, Mme Marilyn Nadeau nous a rendu visite en studio pour faire un retour sur la dernière séance du Conseil de la MRC-VR. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission! Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Dans le cadre d'une démarche de participation publique entourant le réaménagement du parc Jean-Bigonès, la Ville de Chambly partage les résultats du sondage et invite les citoyens à une soirée de consultation publique. Cette activité se tiendra le mardi 21 mai prochain à 19h au pôle culturel de Chambly. À cette occasion, on y présentera les 2 plans d'aménagement et les citoyens pourront échanger et poser leurs questions en lien avec le projet. Au lendemain de l'événement, il sera également possible de visionner la vidéo de la consultation et de consulter les plans d'aménagement proposés sur la page du projet sur la plateforme espacechambly.ca. La MRC de la vallée du Richelieu est fière du prix de reconnaissance pour la carrière de Mme Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière de la MRC-VR, remis par l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Lors du colloque du printemps à Québec, les membres du conseil d'administration de l'association ont rendu hommage et souligné les carrières de 6 personnes. Mme Davignon a contribué durant les 5 dernières années à faire largement évoluer la MRC-VR et à positionner avantageusement la région à l'échelle provinciale grâce à la vision des membres du Conseil. Chaque année au mois de mai, la Ville de Mont-Saint-Hilaire prend part à la mise sur pied des activités de plantation et de dons d'arbres en vue d'enrichir le territoire hilaire-montais. Grâce à une subvention de l'Association forestière du Sud du Québec, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d'offrir gratuitement des arbres aux personnes qui résident à Mont-Saint-Hilaire. La distribution d'arbres annuelle aura lieu le samedi 11 mai de 9h à midi au 901 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Ce sera premier arrivé, premier servi et un maximum de 3 arbres sera disponible par adresse. En tant que ville amie des abeilles, Ottoburn Park est fière de participer au défi Pissenlit. Ainsi, la tonte des parcs et espaces verts sera retardée afin de fournir aux abeilles et autres pollinisateurs cette source vitale de nourriture printanière. La Ville invite les citoyens à laisser les pissenlits en place environ 2 semaines afin de nourrir les insectes, de tondre et ensuite les pissenlits repousseront avec un renouveau de nectar et pollen. Les rainures de gazon sont maintenant collectées avec les feuilles et le chaume. Suite au défi pissenlit, vous pourrez disposer de vos résidus le 31 mai lors de la collecte. D'ailleurs, si vous avez des informations ou des actualités à nous partager, on vous invite à nous écrire au info@tvr9.com. C'était vos actualités TVR9. Lors de la séance du Conseil du 22 avril dernier, la Ville de Belleuil a annoncé qu'elle a décidé de ne pas réinstaller les paniers de basketball au parc Charles-Larocque. Une décision qui en fait jaser plusieurs et on va en discuter aujourd'hui avec Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil. Bonjour. Bonjour. Donc, évidemment, des parents un peu mécontents ou peut-être qui s'interrogent sur les raisons derrière cette décision-là. Pourquoi est-ce que la Ville a décidé de ne pas réinstaller les paniers? C'est pas facile parce que les infrastructures dans le parc Charles-Larocque sont magnifiques. On s'entend tous pour dire là, en fait, qu'on est choyé d'avoir installé il y a 4 ans une installation pour jouer en équipe au basketball là, de cette qualité-là à Belleuil. Tout s'est fait avec bienveillance, avec des bonnes intentions. Par contre, on se retrouve 4 ans plus tard, toujours à gérer les mêmes problèmes, en fait. On ne vient pas fermer le parc parce que des enfants jouent au ballon. On vient fermer le parc parce qu'il y a des problèmes d'incivilité, de vivre ensemble avec le voisinage, de sentiments d'insécurité. J'ai des appels de citoyens voisins qui me disent « Mes enfants n'osent plus aller jouer dans le parc parce qu'il y a des attroupements, c'est intimidant pour nos jeunes, tout ça. » Donc, on a cherché des solutions pour
pour pallier à ça. Puis on se rend compte après 4 ans qu'on n'a pas réussi à avoir les solutions. On a fait intervenir la police, on a eu une sécurité privée qu'on a embauchée également. Donc, on a mis en place toutes sortes de mécanismes. On a cherché des solutions. Puis, on se rend compte, en fait, que le problème, c'est que l'infrastructure n'est pas au bon endroit. La conclusion, elle est là. C'est que c'est pas les enfants du voisinage qui viennent jouer, c'est des gens de l'extérieur. Puis, il y a on a créé un monstre avec cet espace-là dans la mesure où, oui, c'est vrai qu'une installation de cette qualité-là pour jouer au basket en équipe, il y en a très peu sur la Rive-Sud. Donc, on a vu des gens un peu partout arriver. Donc, c'est une situation qu'on a remarquée. Les infrastructures ne sont pas adaptées pour accueillir des gens de l'extérieur. Il n'y a pas de stationnement, il n'y avait pas de toilettes. On a mis des toilettes sèches, mais malgré ça, on s'est retrouvés avec des voisins qui nous disaient on trouve des gens qui font leurs besoins dans nos plates-bandes là, de façon systématique. Alors, ce n'est pas un environnement simple à organiser puis facile. Oui. Puis on a tellement cherché des solutions parce que l'objectif, c'est pas de faire arrêter nos jeunes passionnés de basket non plus. Alors, si c'était blanc ou noir, là, ça serait facile, les bons, les méchants. On se dirait, ben on vote pour les bons, puis on laisse aller les méchants. C'est pas ça, la vie, en fait. Puis, donc là, on s'attaque à une source, le problème à la source d'incivilité qu'on retrouve. L'espace n'est pas clôturé, on ne peut pas faire respecter les heures d'utilisation du parc, malgré toutes les bonnes intentions de tout le monde. Alors, on se retrouve avec ces décisions-là présentement. Puis, on est en discussion avec le Centre de services scolaires depuis l'été dernier pour une infrastructure tout près de Bolibel, en fait. Une infrastructure clôturée, aménagée, avec les bons matériaux, qui va répondre vraiment aux besoins. Il faut dire que notre école secondaire a une concentration basket. Alors là, on a des passionnés de basket, puis on invite nos jeunes à se passionner de basket à Belleuil, puis j'en suis très, très heureuse. Puis je me dis, bien, il faut trouver une solution aussi avec l'école secondaire parce que nos jeunes ont des infrastructures intérieures, mais une fois sortis de l'école, il faut qu'ils puissent trouver les bons espaces pour pouvoir jouer en équipe. Exact. Donc, le parc Charles-Larocque maintient des paniers de basket pour se pratiquer, mais le sport d'équipe va être relocalisé temporairement dans nos infrastructures qu'on a. On a des gymnases, on a des parcs qui sont dédiés, qui ont des espaces un peu plus grands pour jouer en équipe. Puis, ultimement, en fait, il va y avoir les infrastructures qu'on va pouvoir travailler avec le centre de services scolaires. Et vous allez aller rencontrer ces jeunes-là à l'école secondaire pour mieux comprendre leur réalité, leurs besoins. Bien, c'est important, en fait, que les jeunes sachent que l'objectif n'est pas de sortir les jeunes d'un parc. Il n'y a aucun conseil municipal qui voudrait ça. Donc, il faut qu'ils comprennent les raisons qui entourent notre décision actuellement, puis que nous, on comprenne aussi, c'est quoi leurs besoins? Parce qu'on a identifié un gymnase, par exemple, pour combler leurs besoins de sport d'équipe. Ça ne semble pas être l'idéal. On a identifié des parcs dans Belleuil qui peuvent accueillir des petits groupes pour qu'ils puissent jouer en équipe. Ça ne semble pas l'idéal non plus. Donc, je vais aller les entendre. On veut les entendre, on veut les écouter sur c'est quoi leur besoin idéal, puis comment on peut faire la transition. Puis de leur assurer aussi qu'on est à l'écoute puis en appui à leur sport. Donc, on ne veut pas qu'ils se sentent rejetés dans tout ça. C'est bien important. Oui. Mais qu'on recherche des solutions, là, évidemment. Là. Mais dans un contexte où on a une situation qui n'est pas simple à gérer dans le parc Charles-Larocque. Puis, évidemment, il y a des parents dont les enfants fréquentaient le parc Charles-Larocque qui ont lancé une pétition pour dénoncer la situation. Oui. Et le conseiller de district est allé les rencontrer lundi dernier. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges-là? Bien, en fait, on est allé justement expliquer la situation puis nuancer les propos, là, parce que ce qui était véhiculé beaucoup, c'était on veut sortir les enfants du parc. Donc, c'est pas là du tout. Je pense que si on met des infrastructures pour jouer au ballon, on ne peut pas sortir des enfants parce qu'ils jouent au ballon. C'est pas l'objectif ou l'intention de changer ces choses-là n'est pas là. On était en mode écoute, en mode ouverture. Il y avait beaucoup d'émotions par rapport à cette décision-là, puis c'est normal aussi. Donc, on était vraiment... donc, le conseiller, là, il y avait 65 personnes qui se sont présentées, une quinzaine de jeunes qui étaient là, une cinquantaine d'adultes qui étaient présents aussi. Donc, c'est beau avoir une mobilisation comme ça, de se faire dire que c'est important le basket. On en est bien conscient que c'est important le basket, puis il faut faire quelque chose pour que nos jeunes puissent se sentir bien libres de pouvoir jouer de leur passion comme ça. L'objectif n'est pas de les remettre sur des tablettes ou de les ramener à jouer dans leur sous-sol, au contraire. On est bien content là, de voir nos jeunes s'épanouir. D'ailleurs,
on vise les Jeux du Québec ultimement à Belleuil à un moment donné. Là. Donc, on sait bien que le basket se développe très, très bien à Belleuil, puis on veut être partenaire collaborateur de ce beau sport-là. Oui, donc on va bien évidemment continuer de suivre le dossier des installations au centre de services scolaires également, qu'on va pouvoir partager avec les citoyens de Belleuil. Merci, Mme Viaud, d'être passée sur notre plateau aujourd'hui. Merci, puis on invite les citoyens qui ont des questions à nous contacter, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci. On accueille aujourd'hui en studio M. Olivier Surprenant, qui est analyste en politique publique et santé à l'Union des consommateurs. Bonjour, M. Surprenant. Bonjour, Mme Viaud. Tout d'abord, pourriez-vous nous dresser un portrait de la mission de l'Union des consommateurs? Quel est son rôle spécifiquement? Oui. L'Union des consommateurs, dans le fond, c'est un regroupement d'associations coopératives d'économie familiale. C'est des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes là, pour jongler avec leur budget, s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires. Il y en a à travers le Québec. Il y en a même une là, qui couvre le territoire ici. C'est la CEF Sud de Montréal. Et donc, on regroupe ces gens-là, on fait de l'information pour eux, on défend des positions qu'ils tiennent, puis on essaie d'amener, dans le fond, les problématiques du terrain et trouver des solutions là, pour les régler, les résoudre. Puis dans quel secteur est-ce que vous travaillez spécifiquement? Bien, il y a plusieurs secteurs. Là. On parle de l'énergie, on parle de la finance, de l'endettement personnel, évidemment. On parle des politiques publiques, on parle de la santé, on parle de la protection du consommateur, donc tout ce qui touche la loi sur la protection du consommateur. Par extension aussi, la télécommunication, la vie privée. Et on fait même des actions collectives. On œuvre dans le domaine là, de l'accès à la justice, de l'action collective, là, lorsqu'il y a certains droits qui ne sont pas respectés, surtout au niveau de la loi sur la protection du consommateur. Donc, vraiment un large éventail là, que vous traitez. Et en ce moment, on ne peut pas passer à côté. On parle beaucoup de la crise du logement qui a un impact direct sur beaucoup de citoyens. Comment est-ce que l'Union des consommateurs collabore avec les citoyens ou quelles initiatives sont mises ou du moins, quelle est votre perception de cette crise-là? Bien, la perception, c'est que ça accapare de plus en plus du revenu disponible des ménages. En fait, il y a une façon de nommer ça, on parle de logement abordable, là, finalement, et souvent, bien, on a une définition qui va varier, mais en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que dans de plus en plus de ménages, on va dépasser là, 33 du revenu disponible pour finalement l'affecter au logement. C'est problématique parce qu'en plus de ça, on a aussi une augmentation du panier d'épicerie qui est assez accentuée depuis 2020, depuis la pandémie et la guerre en Ukraine. Donc, tout ça fait en sorte de finalement là, ajouter du poids sur de la pression finalement sur le portefeuille des consommateurs. Donc, quelqu'un qui est en situation de précaire, par exemple, va avoir des difficultés incroyables. Oui. C'est quasi impossible d'un point de vue sur papier. Là, quand on regarde les chiffres, c'est quasi impossible là, de trouver un logement abordable présentement. Bien, c'est très difficile. Je regardais ce matin les chiffres. J'ai vu que, par exemple, l'année dernière, à Cowansville, c'est le plus proche que j'ai pu trouver, on était dans les 1500 pour un 3,5. Je veux dire, je regarde là, juste la prestation d'une aide sociale pour une personne sans contrainte qui vit seule. On est à 807 $ en 2024. On ne peut pas, avec 807 $ en fait, se payer le logement. Ouais. Puis quand on parle de 2 personnes en couple, on est à 1224. On ne peut pas y arriver. Donc, il y a un besoin, à notre sens, de réviser les programmes d'assistance d'aide sociale. Et le gouvernement a indexé pendant le budget, mais il aurait pu aller plus loin puis s'assurer justement qu'on a un niveau de revenu satisfaisant pour tout le monde. Pour avoir accès au logement, à la nourriture, etc. Oui, puis déjà, en entendant ces chiffres-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Ça va leur permettre de remettre les choses en perspective puis de mieux comprendre aussi là, les difficultés que certaines personnes peuvent avoir pour se trouver un logement. Maintenant, du côté de la santé, il y a différents enjeux à ce niveau-là, notamment du côté de l'assurance médicaments. Oui. Bien oui, en fait, c'est un dossier qui a beaucoup bougé dans les derniers temps. Le projet de loi C-64 du gouvernement fédéral met sur pied, dans le fond, une orientation vers un programme d'assurance médicaments public et universel à payeur unique, gratuit.
Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que les personnes vont pouvoir avoir accès à leurs médicaments gratuitement. Certains médicaments, pour l'instant, on est au contraceptif puis au diabète, là, incluant aussi les outils de diabète. Donc, ces différents produits-là donc, vont être accessibles. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a des rapports, il y a des études qui ont été faites depuis longtemps là-dessus. Je vous dirais depuis 2019 que le gouvernement s'y attarde. Et là, maintenant, on a vraiment une ligne directrice pour aller de l'avant. Oui, mais vous avez dit ça, c'est au niveau fédéral, oui. Mais donc, est-ce que les Québécois vont pouvoir bénéficier de ça? Les Québécois vont pouvoir bénéficier si le gouvernement provincial s'entend avec le fédéral. Et de ce côté-là, bien, je laisse la négociation aller, là, évidemment. OK. Donc, pour l'instant, le provincial n'a pas soumis de projet similaire. On n'a pas entendu parler de quoi que ce soit à ce niveau-là, ni d'entente, ni quoi que ce soit. Mais c'est important de dire qu'il y a beaucoup... il y a un mythe autour de ce qu'est l'assurance médicaments au Québec. Beaucoup de gens qui pensent que c'est très accessible et qu'en fait, on a un très beau modèle. Ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que c'est assez inéquitable parce que, dépendamment, si vous avez une assurance collective avec votre employeur, dans le fond, vous allez devoir payer une certaine cote-part, vous allez payer des franchises et souvent, le coût de ces assurances-là sont super élevés par rapport au régime public d'assurance médicaments. En fait, c'est une négociation de prix. Le régime public, lui, va négocier les prix avec certains rabais avec les pharmaceutiques. Il va aller chercher un meilleur prix pour la grosse gang, alors que les petites assurances privées vont avoir de la difficulté à aller chercher le même prix qui est disponible. Donc, bon, évidemment, ça nous dresse un portrait rapide là, de la situation en ce moment. Il y a d'autres enjeux, évidemment, desquels on va devoir vous réinviter pour discuter. Merci, M. Surprenant, d'être passé à nos studios. Ça me fait plaisir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Nous sommes présentement du côté de Chambly avec la mairesse, Mme Labbé. Alors aujourd'hui, il y a une belle conférence de presse pour annoncer le mois du vélo, mais aussi d'autres belles nouvelles, des subventions, des enveloppes en fait monétaires qui vous ont été accordées. Oui, en fait, 3 belles nouvelles dans le cadre du mois du vélo, tout autour de la thématique de la mobilité active et des bicyclettes. On a en fait le VéloFest qui est de retour. On a fait une première année l'année dernière. Donc cette année, c'est de retour avec tous nos partenaires originaux et même plus. Ça aura lieu le 18 mai, en fait, ici même au Parc des Ateliers. Donc pour venir découvrir les différents vélos avec assistance électrique, vélo cargo. Donc il va vraiment avoir une variété de vélos pour s'initier ou des fois pour découvrir des vélos qu'on connaît moins. Donc première bonne nouvelle, retour du VéloFest. Ensuite, on a l'arrivée du parcours Cyclo-Mini qui vient nous visiter. C'est une initiative de Vélo Québec qui a décidé de s'arrêter chez nous. On a eu notre certification Vélo sympathique bronze l'année dernière. Donc, on est bien content d'ajouter cette corde-là à notre arc. Vous comprendrez que Cyclo-Mini, ça touche les petits. Donc, c'est les familles qui sont visées. C'est vraiment des mini-parcours pour éduquer les jeunes au vélo, au bonheur du vélo. Puis ensuite, la dernière grande nouvelle, c'est avec Sport Loisirs Montérégie. On a été choisi dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Circonflex Prêt à bouger. Donc, c'est pour du prêt d'équipements sportifs. Puis, bien entendu, vous l'avez compris, on va prêter des vélos, vélos d'équilibre, vélos et trottinettes. Donc, ça va être vraiment là, à travers une remorque. Donc, un peu partout dans nos parcs de Chambly. Il faut suivre tout ça avec les fêtes de quartier qui auront lieu cet été. Et d'ailleurs, comment ça va se déployer, le cyclomobile? En fait, ils vont se promener, les gens vont pouvoir
prendre un vélo et le ramener après? Comment ça marche? Oui, en fait, c'est vraiment une roulotte, là. Donc, on va se promener dans les fêtes de quartier, au Centre nautique Gervais des Ourdis. Les gens peuvent trouver toute l'information sur notre site Internet, mais l'idée, c'est que ce sont des prêts complètement gratuits d'équipement, donc pour la population, mais aussi pour les visiteurs. Et c'est vraiment là, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc, vraiment venir l'essayer, voir si c'est pour nous. Ben oui, absolument. Et j'ai envie de savoir, quel est votre intérêt à vous pour le vélo? Pourquoi vouloir mettre ça de l'avant et offrir la mobilité durable ici? En fait, tous les déplacements à vélo qu'on fait, c'est des voitures de moins sur les routes. Donc, je pense que l'intérêt du vélo, il est un intérêt collectif. Donc, plus on va faire de déplacements actifs, plus on réduit nos GES aussi. Puis, je pense qu'à la base, pour notre santé, des déplacements à vélo, c'est toujours souhaitable parce que ça nous permet de demeurer actifs. Puis maintenant, avec les vélos à assistance électrique, il n'y a plus d'excuses. Même quand on est moins en forme, c'est possible de le faire aussi. En fait, d'ailleurs, pendant la conférence de presse, j'ai lancé un défi. Si pendant le mois de mai, le mois du vélo, on essayait tous et chacun, une fois par semaine, de prendre notre vélo au lieu de notre voiture, voir quel effet ça peut avoir sur nos semaines. Absolument. Donc, c'est un défi que je vais essayer de relever moi-même et je vous souhaite la même chose. Alors, belle initiative. Félicitations encore pour ces belles réussites et je vous souhaite une bonne saison de vélo. Merci beaucoup. Bon mois de mai. Pour le compte-rendu de la 4e séance cette année du Conseil de la MRC Vallée du Richelieu, Mme Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue en studio, Mme Nadeau. Bonjour, Mme Brisebois. Donc, vous allez vous faire un petit compte-rendu aujourd'hui, mais tout d'abord, commençons par le soutien financier. Oui, en fait, nous avons accordé quand même beaucoup d'aide financière lors de la dernière séance. Tout d'abord, on a commencé avec Concept B, qui font le festival Bière et saveurs de Chambly. Nous avons octroyé un montant de 10 000 $. Après ça, nous avons été du côté des municipalités rurales, dont Saint-Denis-sur-Richelieu, que nous avons donné un montant de 53 016 pour la réouverture de leur maison des jeunes dès mai 2024. Ensuite, à Saint-Marc-sur-Richelieu pour du mobilier urbain au montant de 18 000. Et pour terminer avec la municipalité de Saint-Mathilde-de-Belleuil, nous avons octroyé 61 000 en fait pour le projet Le Jardin de la Pointe-Provost et celui-ci est prévu d'ici l'été 2026. Puis, on a encore continué dans notre développement économique aussi. Nous avons octroyé des aides financières totalisant 59 427 pour 12 entreprises sur le territoire dans le cadre du Fonds de soutien des entrepreneuriats. Dans le fond, c'est des projets qui nous ont été recommandés du Comité sur les aides financières. Des projets de tous les horizons, n'importe quelle entreprise? Oui, en fait. Exactement, mais il faut qu'il soit sur notre territoire et qu'il y ait de l'accompagnement de la MRC. Donc, on en est très fiers. Puis aussi, vous savez, on travaille beaucoup sur les orientations là, régionaux. Donc, on a adopté des nouvelles priorités de la région de la Montérégie 2025-2026. Donc, le conseil de la MRC était en accord avec ces nouvelles priorités-là. Donc, ça bouge à la MRC. Toujours. Et pour l'aménagement, d'ailleurs, du territoire de la Couronne-Sud, quelles décisions ont été prises? En fait, on s'est consulté sur la Couronne-Sud de la grande CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, en matière d'aménagement et de développement du territoire. En fait, on est venu dire qu'on veut qu'il y ait du développement dans son ensemble pour nos résidents et résidentes qui sont actuel et dans le futur, mais qu'il y ait un réseau de transport collectif, structuré et performant. En fait, en termes de fréquence, rapidité et la sécurité et la fiabilité. Dans le fond, plus qu'on va avoir de la sécurité et de la fiabilité, il va y avoir plus de gens qui vont prendre le transport collectif. Donc, c'est essentiel dans notre engagement, dans notre planification intégrée de l'aménagement pour le transport que nous avons proposé à la CMM. Donc, et voilà. Lors de la séance, pour l'environnement, il a été question de la rivière Richelieu. Oui, vous le savez comment elle nous tient à cœur, puis plusieurs viennent nous l'exprimer aussi. Nous avons tous à cœur notre belle rivière Richelieu. Donc, on a approuvé de l'aide financière pour la réalisation du programme de suivi et de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques des principaux tributaires de la rivière Richelieu, de la MRC. En fait, on a accordé ça à Fonds d'action du Saint-Laurent.
C'est très bien. Et en Oui. matière de décisions concernant les infrastructures actuellement et la croissance démographique, là, il s'est passé plusieurs choses au niveau fédéral, provincial, municipal. Je vous laisse un peu nous faire un petit résumé. Bien, en fait, on a commencé tout d'abord à appuyer la Fédération canadienne des municipalités en ce qui a trait de l'aménagement, en fait, des collectivités pour qu'on ait des sous, en fait, de notre gouvernement fédéral, puis qu'on ait des sources de revenus directs et fiables et pérennes pour nos priorités locales. Donc, c'est tout en matière d'infrastructure. Puis aussi, au niveau de toujours dans le même budget, on souhaitait aussi qu'il y ait des nouveaux programmes d'infrastructure pour l'eau potable et les eaux usées aussi. Donc, on demande à nos gouvernements, en fait, d'avoir plus de soutien pour être capable de bien opérer dans nos municipalités respectives. Donc, la MRC va faire un suivi avec ça, avec tous ces beaux projets, en fait, toutes ces belles annonces. Et on va se revoir lors d'une prochaine séance, suite à une prochaine séance du Conseil. Oui, avec le début de l'été, j'en suis sûre. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Nadeau, d'être passée à notre studio. Merci, Mme Brisebois. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 vous invite à visiter le tvr9.com pour voir ou revoir toute notre programmation et nos archives. Et pour du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire au tvr9endirect.com. C'est gratuit et vous aurez accès à des dossiers exclusifs, notamment toutes les conférences de la Société d'histoire de Chambly, ainsi qu'un dossier complet sur Nordvolt que nous continuons de nourrir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.